Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau point presse. Nous commencerons, comme d'habitude, avec un point sur les actualités du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Et ensuite, nous poursuivrons avec le focus thématique qui est dédié à la mission Jeanne d'Arc. Et nous accueillons le capitaine de vaisseau Jocelyn Delrieux, commandant de la mission Jeanne d'Arc 2026. Il présentera les enjeux de ce déploiement opérationnel qui marque l'aboutissement d'un cursus de formation des officiers élèves de l'école navale. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Je passe maintenant aux agendas des ministres. Mardi, la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, a présidé la 3e réunion du comité de suivi du programme contre les violences sexuelles et sexistes au sein des armées en présence de la ministre déléguée Alice Ruffaut. Cette réunion a permis de constater les effets positifs des actions engagées par les ministres afin de garantir un traitement rapide, efficace et exemplaire de ces situations. Les résultats concrets des actions de formation et de sensibilisation menées auprès des personnels civils et militaires ont été constatés et des progrès importants ont été également réalisés en matière de libération de la parole des victimes. L'ensemble des acteurs du ministère poursuivront ce travail avec une ligne claire, tolérance zéro et la victime au cœur du dispositif. Hier, la ministre déléguée Alice Ruffaut s'est entretenue par téléphone avec Sergueï Boyev, vice-ministre de la Défense d'Ukraine. Cet entretien s'inscrit dans la continuité de son déplacement à Kiev le 23 janvier et leur discussion a porté sur le soutien à l'Ukraine et sur les enjeux industriels. Ce matin, Alice Ruffaut assistait à la cérémonie de vœux de la Commission nationale indépendante Harki à l'hôtel de Cassini. Et cet après-midi, Catherine Vautrin et Jean-Pierre Farandou, ministres du Travail et des Solidarités, se rendront à Montmirail, dans la Marne, sur le site de l'entreprise Axon Cable. Elle est spécialisée dans le câblage aéronautique et spatial. Ce déplacement conjoint met en lumière le lien étroit entre souveraineté industrielle et emploi. Pour rappel, la base industrielle et technologique de défense est composée de 4 500 entreprises, ce qui représente près de 220 000 emplois directs sur l'ensemble du territoire. Passons maintenant aux actualités du ministère. Et je débute avec une actualité sportive qui illustre les valeurs d'engagement et de dépassement de soi portées par les armées. Les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 débutent demain. C'est l'occasion de souhaiter bonne chance aux 26 athlètes militaires de l'armée de champions. Ils porteront haut les couleurs de la France tout au long de la compétition. Et nous avions eu l'occasion de montrer leurs performances et leur parcours inspirant lors de différents points presse. Et nous poursuivrons en vous partageant leurs résultats tout au long de cette compétition. Les athlètes militaires français du bataillon de Joinville jouent un rôle majeur dans les succès français aux Jeux olympiques et paralympiques. Ils s'étaient d'ailleurs particulièrement bien illustrés lors des Jeux olympiques de Paris. Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour cette édition d'hiver dans les 14 disciplines où ils seront représentés. Rendez-vous donc le 7 février, date à laquelle les premiers sportifs de l'armée de champions entreront en lice dans 3 épreuves. La première, c'est le saut à ski, ensuite le ski alpin et enfin le skiathlon 10 km. Sport de haut niveau et combat de haute intensité, les militaires sont au rendez-vous. Cet engagement se traduit au quotidien par une préparation opérationnelle exigeante qui est conçue pour coller au plus près des réalités du combat moderne. C'est dans cet esprit que le 1er bataillon de chasseurs à pied conduira un exercice du 15 au 19 février à Mailly-le-Camp, au centre d'entraînement de combat le Santac. Pendant 96 heures, près de 600 militaires du 1er régiment de tirailleurs et du 1er régiment étranger de cavalerie s'entraîneront au combat sur des véhicules blindés, de combat d'infanterie, de Jaguar et les Griffons du programme Scorpion. Ils feront face à un scénario qui est particulièrement exigeant, conçu pour les placer au plus près des conditions opérationnelles. Nouveauté pour cette rotation, en particulier afin de renforcer le réalisme de l'entraînement, des télépilotes de l'école de drone feront partie de la force adverse et les unités pourront ainsi s'entraîner face à une menace drone réaliste devenue centrale sur les champs de bataille contemporains. La préparation opérationnelle concerne aussi les réservistes.
À Verdun, du 16 au 27 février, se tiendra la formation générale élémentaire du réserviste. Elle réunira des réservistes du 1er régiment de chasseurs et du 1er régiment d'hélicoptères de combat. Cette formation s'articule autour des fondamentaux du métier de soldat, notamment le tir, le camouflage, le déplacement ou encore la tactique. Elle vise à approfondir des savoir-faire militaires indispensables aux futurs gradés. Cette formation insiste notamment sur les valeurs d'esprit d'équipe, de cohésion, de robustesse et de dépassement de soi. Cette étape qualificative et de leur parcours s'inscrit dans une logique de fidélisation et de montée en compétences des réservistes qui sont essentiels au modèle d'armée français. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, du 10 au 12 février se tiendra l'exercice Orionis. Adossé à Orion, l'exercice est consacré au maintien en conditions opérationnelles aéronautiques. C'est un enjeu majeur pour garantir la disponibilité des aéronefs et la capacité des forces à agir en tout temps et en tout lieu. Cet exercice est organisé sur 2 jours. Il vise à appliquer des solutions techniques innovantes en associant les industriels de défense. Cette séquence se réunira également les partenaires britanniques et grecs. Le défi proposé aux participants est clair, c'est répondre aux impératifs opérationnels de la haute intensité. Et les acteurs de la chaîne technique doivent ainsi s'écarter d'une logique temps de paix pour adopter un maintien en conditions opérationnelles de combat. Il s'agit d'être capable de soutenir l'engagement des forces dans la durée. Direction maintenant la Guyane, où le 12 février, un dispositif particulier de sûreté aérienne, un DPSA, sera déployé à l'occasion du premier lancement de la fusée Ariane 64. Il s'agit de la version la plus puissante d'Ariane 6, équipée de 4 boosters. Comme pour chaque lancement depuis le centre spatial guyanais de Kourou, une véritable bulle de protection sera mise en place. Cette bulle augmente la sécurité de la zone à travers des moyens de surveillance et d'intervention renforcés. Ce dispositif a déjà été éprouvé, notamment lors du vol inaugural d'Ariane 6 en 2024, puis en 2025, lors du lancement du satellite d'observation, le CSO-3. Pour ce tir, le DPSA mobilisera des moyens de l'armée de terre et de l'armée de l'air et de l'espace, comme des guets à vue et des batteries de missiles solaires Mistral. Des hélicoptères Fennec avec tireurs embarqués en vol seront également en alerte. Ceci conclut les actualités du ministère. Si vous avez des questions sur ces actualités, n'hésitez pas. Sinon, on passe au focus thématique. Cap maintenant sur la mission Jeanne d'Arc 2026 qui fait l'objet de notre focus aujourd'hui. Et la mission Jeanne d'Arc est un dispositif unique qui combine déploiement opérationnel et formation, école embarquée. Chaque année, pendant 5 mois, la Jeanne mène de nombreux exercices, seule ou en coopération. Mais la mission Jeanne d'Arc, c'est bien plus qu'une opération militaire. C'est également un cadre d'apprentissage particulièrement exceptionnel. Elle accueille des officiers élèves de l'école navale à bord d'un porte-hélicoptère amphibie et d'une frégate. Les élèves achèvent leur formation grâce à des enseignements mêlant théorie et pratique au plus près des réalités du métier, et c'est une immersion totale garantie. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au capitaine de vaisseau Jocelyn Delrieux qui va nous présenter en exclusivité les enjeux et la zone de déploiement de l'édition 2026 de la mission Jeanne d'Arc. Je vous remercie, Madame la déléguée. Messieurs, dames, bonjour. Je suis donc le capitaine de vaisseau Delrieux, le commandant du porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude et commandant de la mission Jeanne d'Arc. Il me revient de vous présenter cette mission ce matin, une mission qui embarquera cette année à bord du porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude, de la frégate Aconite, et qui se déploiera dans une zone qui reliera l'océan Indien au Pacifique, dans une zone qui concentre nos intérêts stratégiques. Avant de venir plus en détail sur le parcours, je vais d'abord vous rappeler quelques-uns des objectifs, des enjeux de cette mission et ce qui la singularise, ce qui singularise cette édition 2026. La mission Jeanne d'Arc, telle que nous allons la mener, s'inscrit dans la continuité des 15 missions menées par les porte-hélicoptères amphibies ces dernières années, à la fois une mission de formation et une mission qui est adossée à une mission opérationnelle. En termes de formation, comme vous l'a dit Madame la déléguée, cette mission constitue le point culminant de la formation des futurs officiers de la Marine nationale
auxquels sont associés pour toute ou partie de la mission 16 officiers, jeunes officiers des marines partenaires et des marines alliées. Et ce sont au final, à bord du groupe, 160 jeunes officiers, appelés midship, qui vont acquérir, tout au long de ces 5 mois de mission, un haut niveau de compétences dans des domaines exigeants que sont la navigation, la manœuvre, également les opérations et les différents domaines de lutte, également la maîtrise des installations complexes et la conduite du navire à bord de nos bâtiments. Et c'est bien une école d'application, c'est-à-dire que ces jeunes officiers seront placés aux responsabilités, ils le seront en passerelle de nos bâtiments, ils le seront aux centrales opérations, ils le seront au PC navire, et c'est pour eux une excellente façon d'apprendre en étant immergés dans les opérations, dans des zones parfois de friction. Et puis cette mission, elle leur permettra de s'ouvrir au monde, elle leur permettra également de côtoyer des enjeux qui les attendent demain, comme les drones, comme la data et ces sujets sur lesquels la marine avance. Ils comptent parmi eux des commissaires d'ancrage marine, ils comptent parmi eux également, pour une partie de la mission, des élèves médecins et des administrateurs des affaires maritimes qui viendront terminer leur formation à bord. Et l'objectif que nous avons, l'objectif que j'ai, c'est que cet été, au retour de cette mission au mois de juillet à Toulon, ces jeunes officiers puissent chacun rejoindre leur première affectation en étant prêts à l'emploi, prêts à prendre leur première responsabilité à bord de leur première unité. Jeanne d'Arc 26, comme les missions Jeanne d'Arc, incarne également une logique de partenariat, c'est-à-dire que tout au long du parcours, tout au long de ces 5 mois de mission, nous allons contribuer par les exercices, par les coopérations que nous allons mener à la fois en mer et à terre, contribuer à consolider, à renforcer nos partenariats régionaux, que ça soit fait sous des formats bilatéraux, parfois sous des formats parfois sous des formats multilatéraux. Également, nous allons travailler en appui à nos forces prépositionnées et à nos forces de souveraineté. Et pour ce faire, la Jeanne d'Arc est un groupe interarmé quand il se déploie, c'est-à-dire qu'à bord du porte-hélicoptère amphibie embarque un groupement tactique embarqué généré par la 9e brigade d'infanterie de marine et constitué à la fois d'un sous-groupement tactique embarqué à dominante infanterie et d'un sous-groupement aéromobile, donc des hélicoptères de l'ALAT générés par la 4e brigade d'aérocombat. Par ailleurs, Jeanne d'Arc 26, en étant déployée en océan Indien, constitue une capacité d'intervention rapide, une capacité d'intervention en autonome, une capacité d'intervention avec nos partenaires et nos alliés. C'est effectivement un groupe en mesure d'intervenir, par exemple, sur un théâtre après une catastrophe naturelle, capable également de lutter contre les différents trafics et les trafics illicites, ou capable de conduire une opération amphibie, une manœuvre amphibie en protection de nos intérêts. Et enfin, cette Jeanne d'Arc, en 2026, est celle des 400 ans de la marine, dont vous avez probablement entendu parler. Nous sommes, nous, marins, fiers de porter cet héritage. Mes marins seront fiers de servir au sein de bâtiments, au sein d'une marine qui s'adapte en permanence pour préparer les futurs engagements, les engagements de demain. Et cet anniversaire des 400 ans de la marine, nous pourrons le célébrer aux côtés, tout au long de ce parcours, de nos partenaires, de nos expatriés et de nos outre-mer. Je vous propose de passer à la planche suivante qui révèle et détaille le parcours de cette mission Jeanne d'Arc 2026 avec un appareillage prévu à Toulon le 17 février et un retour dans le port-base Toulon, dans notre port-base, au milieu du mois de juillet. La première partie de cette mission, comme vous le voyez sur cette cartographie, elle nous permettra de couvrir la Méditerranée et l'ouest de l'océan Indien. Elle verra notre groupe patrouiller en Méditerranée dans nos approches, franchir Suez, contribuer à des opérations de la marine comme Aspides et Atalanta, consolider également quelques partenariats, notamment en Égypte, en valoriser d'autres avec le Kenya, avec la Tanzanie, pour atteindre ensuite nos espaces de souveraineté à Mayotte et à La Réunion, avec la participation du groupe à un exercice régional d'importance qui s'appelle PAPANG, l'édition 2026 de PAPANG, organisée par les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien et qui engagera le groupe à La Réunion à la fin du mois d'avril.
La deuxième partie de cette mission, elle verra la bascule du groupe vers l'est de l'océan Indien, là encore avec la logique de renforcer nos partenariats, de s'y entraîner, d'y retrouver nos alliés, avec 2 rendez-vous au cours de cette mission, à la fois l'exercice Balikatan 2026 auquel participera le groupe aux Philippines, et ensuite l'organisation d'un exercice La Pérouse 2026 dans la continuité des exercices La Pérouse organisés ces dernières années dans les approches de la péninsule malaisienne. Et enfin, la troisième partie de ce déploiement verra le retour du groupe par le nord de l'océan Indien, puis par la Méditerranée, avec des coopérations menées avec nos partenaires comme l'Inde, comme les EAU, comme Djibouti, et puis la contribution à nos opérations, notamment dans la zone nord de l'océan Indien. La dernière escale du groupe en Méditerranée sera en Turquie, avant que les derniers jours de mer, ce retour vers Toulon, soit consacré avant tout aux MICHIP, aux jeunes officiers qui, en fin de formation, seront mis en responsabilité, pourront faire une dernière fois leurs preuves avant de rejoindre ensuite leur première unité en ayant en poche à la fois les bons savoir-faire et le bon savoir-être des futurs chefs que nous attendons. Cette mission, en synthèse, c'est une mission qui se déploie dans la zone Indo-Pacifique, zone dans laquelle la France est souveraine, qui engage des moyens significatifs, qui forme nos jeunes officiers de marine, qui renforce nos partenariats et qui reste en mesure de protéger nos intérêts. À titre personnel, c'est une mission que j'ai pu faire quand moi-même j'étais MICHIP il y a 25 ans. Ce sont toujours des souvenirs vivaces que nous gardons de ce type de mission. C'est des liens de camaraderie forts au sein d'une promotion et c'est ce que nous allons pouvoir faire vivre aux jeunes officiers qui s'apprêtent ensuite à rejoindre leurs forces. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens prêt à répondre à vos éventuelles questions. Oui, bonjour commandant, Jean-Marc Tanguy, j'écris pour Le Marin notamment. 3 petites questions. La première, donc, on le voit sur votre navigation, vous allez traverser la mer Rouge. On le sait, en mer Rouge, il y a des outils qui régulièrement tirent sur les bateaux qui passent à proximité. Est-ce que vous vous estimez bien protégé avec ce que vous avez à bord de votre PHA? Est-ce qu'il y aura à bord de l'Aconite? Est-ce que vous demanderez un service particulier à SPDS pour passer dans de bonnes conditions dans cette partie un peu compliquée? Deuxième question sur Papang. Est-ce que vous avez un petit peu le détail des moyens avec lesquels vous allez travailler à ce moment-là? Et sinon, je voulais savoir, parce que c'est souvent le cas, il y a régulièrement des médecins à bord du Dixmude, enfin des PHA de façon générale. Et je voulais savoir si vous aurez des élèves officiers du service de santé des armées. Qu'est-ce que vous pensez leur apprendre sur la manière de se comporter à bord d'un bateau? Merci. Merci pour vos questions. Je vais les prendre dans l'ordre inverse si vous le voulez bien. Les officiers médecins, effectivement, font partie de la mission Jeanne d'Arc. Ils nous rejoindront sur la deuxième partie de la mission. Ils termineront leur formation maritime à bord en étant là aussi sur le principe d'une école d'application, c'est-à-dire qu'ils auront à la fois des cours et une mise en pratique à bord tout au long de cette fin de mission pour qu'ils puissent rejoindre leur première unité eux aussi en étant parfaitement formés. Donc ils seront bien à bord. C'est de l'ordre d'une dizaine de médecins qui nous rejoignent en deuxième partie de mission. Voilà, sur Papang, l'exercice organisé par les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, Papang, un exercice qui se jouera à la fois en mer puis à terre, qui engagera pour nous l'ensemble du groupe amphibie, c'est-à-dire les bâtiments et le groupement tactique embarqué à bord du porte-hélicoptère amphibie, sur un thème qui est un scénario de crise, de gestion de crise climatique, qui engagera aux côtés des forces armées de la zone sud de l'océan Indien les différents partenaires régionaux, mais j'imagine que cet exercice fera probablement l'objet d'un briefing spécifique ultérieur. En tout cas, l'ensemble du groupe Jeanne d'Arc sera engagé dans cet exercice, dans les approches et sur le territoire de la Réunion. Et pour terminer sur votre question, notamment sur la mer Rouge, la marine se déploie et continue de se déployer régulièrement dans ces zones de friction et ces zones de tension. Bien sûr, n'en doutez pas, ce déploiement a fait l'objet d'une préparation sérieuse à bord de nos bâtiments, à la fois en termes de capacité et à la fois en termes d'entraînement. Et donc, c'est le dispositif qui sera déployé à ce moment-là à nos côtés, sera assez efficace pour nous permettre, et c'est bien l'objectif, de franchir ces zones et de poursuivre cette mission en océan Indien. En tout cas,
Dans un contexte de durcissement de nos engagements, aujourd'hui, notre entraînement a été durci, et cet entraînement durci, quand on le pratique au large de Toulon au sein de nos équipages, nous permet de continuer à se déployer dans ces zones de friction et ces zones de tension. Commandant, bonjour. Christophe Villon pour le magazine Airfan. Petite précision, vous avez effectivement évoqué donc, le fait de valoriser donc, notre partenariat avec l'Égypte. De mémoire, je crois que l'Égypte avait aussi acquis des PHA de mémoire. Non, il n'y avait pas. Est-ce qu'il est prévu de faire justement des manœuvres ensemble ou d'échanger des pratiques? Merci. Effectivement, la flotte égyptienne compte des porte-hélicoptères amphibies. L'interaction qui est prévue en mer et à terre avec le partenaire égyptien est en cours de montage, donc je ne sais pas vous dire à ce stade quels seront les moyens engagés par le partenaire égyptien, mais c'est un partenariat historique que nous pratiquons régulièrement à la fois en Méditerranée et à la fois en mer Rouge quand nous y passons. Et l'objectif de ces exercices communs, de ces entraînements communs que nous allons mener notamment en mer, c'est bien de partager nos savoir-faire et de développer notre interopérabilité. Mais aujourd'hui, je ne sais pas vous dire quels seront les moyens engagés par la partie égyptienne. Néanmoins, je ne doute pas que cette coopération aura lieu autour de l'escale de Safaga qui est prévue effectivement une fois le groupe passé en mer Rouge. Une question de Vincent Groiselot pour Mer et Marine. Avez-vous le détail de la répartition des 160 élèves entre école navale et autres? Et quel type d'hélicoptère à bord du Dixmude? Merci pour vos questions. Donc, les 160 jeunes officiers embarqués, donc parmi eux 16 officiers étrangers, dont je pense que le Sherpa Marine pourra vous donner le détail pour ne pas égrener cette liste ici. Mais cette promotion compte environ 85 officiers de marine de carrière, donc qui ont rejoint l'école navale en 2023 et sont dans leur 3e année de formation et conduisent cette mission Jeanne d'Arc. Et une cinquantaine d'officiers de marine sous contrat qui les ont rejoints l'été dernier et qui ont constitué cette promotion EAOM 2026 avec laquelle nous apparions et qui nous accompagne au cours de ces 5 mois. Voilà, c'est une population qui a une moyenne d'âge jeune entre 23 et 24 ans et que nous allons amener dans son ensemble au bon niveau pour être prêt à prendre ses premières responsabilités. C'est à nouveau Jean-Marc Tanguy pour le marin. Une nouvelle rafale de 3, parce que vous n'avez pas répondu à la question de Vincent Groiselot sur les hélicos. Donc, je vais bien la poser. Exactement. C'est la première question. Donc, le détail des hélicos de l'armée de terre et de la marine, les modèles, si vous les avez. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 2 drones S100 que vous avez également à bord? On sait que c'est des vecteurs qui sont très prisés par les PHA de PHA parce que ça permet d'agrandir votre vision en fait autour du bateau. Donc je voulais savoir un petit peu comment vous aviez déjà travaillé en prépa ops avec ce vecteur, peut-être même avant comme commandant d'autres unités. Et donc ce que vous allez faire avec ces 2 vecteurs durant votre navigation. Et dernière chose, votre camarade Adrien Char, qui était sur le Tonnerre, qui était parti en Jeanne d'Arc, a fait pas mal d'expérimentations à bord du Tonnerre durant la Jeanne d'Arc, y compris le premier jour du départ du bateau. Je voulais savoir si vous-même, vous avez des expérimentations à faire durant cette navigation, ou même si dans vos différentes parties du bateau, il y a des choses qui serviront à faire du sous-texte pendant la navigation, notamment aux Philippines, parce que je crois que c'est un des pays cibles de la France actuellement pour exporter pas mal d'objets flottants, aériens et roulants. Merci. Donc en termes d'hélicoptères, le groupe sera renforcé par un sous-groupement aéromobile dans le cadre de ces missions de projection de puissance. Et le détachement prévu par la LAT compte 2 hélicoptères Caïman et 2 hélicoptères Gazelle, ainsi qu'un hélicoptère marine de type Dauphin qui complète le dispositif donc pour des missions de projection de force et pour des missions de surveillance maritime et logistique également. Sur l'emploi des S100, le S100 est un vecteur, donc le drone Shibel S100 est un vecteur que nous utilisons depuis plusieurs années déjà, qui est en service sur nos porte-hélicoptères amphibies et qui décuple nos capacités de surveillance maritime, c'est-à-dire que c'est un capteur déporté à une centaine de kilomètres du bateau pour plus de 5 heures de vol et qui permet de contrôler les grands espaces et de regarder ce qui se passe autour de nous. Donc c'est un vecteur qu'on met en œuvre de jour et de nuit depuis le porte-hélicoptère amphibie et qui contribue à notre appréciation de situation.
Voilà. Quant aux expérimentations, dans un monde qui bouge vite, la marine s'adapte et donc chacune des missions est mise à profit pour poursuivre et avancer sur les différentes expérimentations, pour s'adapter aux engagements de demain. Et en effet, aux côtés des drones naissants, nous embarquerons pour cette mission quelques drones qui volent, qui vont sur l'eau ou qui plongent et qui pourront là aussi intégrer dans les prochaines années nos forces, mais avant tout que nous allons expérimenter sur le terrain dans ces mois de mission en conditions réelles. Non, les noms. Non, je ne le détaillerai pas ici. Nous avons une autre question en audio. Oui. Oui, toujours Vincent Groiselot pour Mer et Marine. Quels seront les moyens en matière de batellerie? En matière de batellerie, notre radier sera complet. Vous le verrez probablement au départ, avec 3 agents amphibies fournis par la flottille amphibie. Donc un EDAR, ce catamaran qui permet de projeter à longue distance des forces, et 2 EDAS qui sont nos chalands de débarquement qui vont sur la plage, pour que le bâtiment soit à ses pleine capacité opérationnelle en termes de projection de force. Merci. Oui, bonjour, Donovan Reynal de la NHK. J'ai 2 questions. Est-ce que pendant cette édition Jeanne d'Arc, vous allez aussi accueillir des officiers stagiaires étrangers? Et deuxième question, vous parliez de navigation dans des zones de tension. La mission Jeanne d'Arc va se rendre dans des zones où la Chine est assez présente. Est-ce que vous avez eu des échanges avec eux ou est-ce que vous avez eu vent de commentaires de leur part? Merci. Sur les officiers élèves étrangers, effectivement, parmi les 160 officiers élèves présents à bord, nous comptons 16 étrangers, des marines alliées et partenaires. Certains d'entre eux ont suivi l'ensemble de la scolarité de l'école navale avec leur promotion, et d'autres rejoignent la promotion pour la durée de la mission, pour une partie de la mission. Si vous le voulez bien, le CIRPA Marine pourra vous détailler la liste des nationalités qui sont présentes et qui ont honoré ces invitations. C'est dans tous les cas une vraie richesse, parce que pour nos jeunes officiers, ce sont les officiers qu'ils retrouveront dans quelques années lorsqu'ils travailleront en interallié, lorsqu'ils travailleront en multilatéral. Et donc cette connaissance mutuelle est importante pour être fort de nos partenaires. Pour votre question sur les zones de friction et de tension, d'une part, notre entraînement nous prépare à être déployés dans ces zones en durcissant cet entraînement, et c'est ce qui se fait régulièrement chaque mois, chaque année au large de Toulon. Et d'autre part, la France est attachée à la liberté d'accès aux espaces communs, à naviguer partout où le droit international l'autorise, et donc c'est bien ce que nous allons pratiquer au cours de cette mission, sans chercher de provocation quelconque. C'est cette liberté des grands espaces d'une nation qui, au final, a des intérêts dans l'espace Indo-Pacifique. S'il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir passer au point sur les opérations militaires françaises. Merci beaucoup, commandant, pour ces explications et cette présentation de ce beau programme de la Jeanne d'Arc. Merci, Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Et nous ouvrons ce tour d'horizon par les opérations conduites en Europe, où les armées françaises mobilisent l'ensemble de leurs composantes pour contribuer à la surveillance et à la sécurisation du flanc oriental de l'Alliance. Tout d'abord, en Estonie, du 28 janvier au 5 février, le sous-groupement tactique interarmes a conduit l'exercice Winter Camp sur le camp de Tapa, dans des conditions climatiques particulièrement exigeantes, avec des températures avoisinant les moins 20 degrés. Aux côtés de leurs partenaires britanniques et estoniens, les militaires français ont procédé au déploiement du Battle Group, mettant en œuvre des techniques de camouflage et de survie en environnement hivernal. L'exercice s'est conclu par une manœuvre interalliée d'envergure destinée à entraîner l'ensemble des unités à agir de manière coordonnée et efficace en conditions extrêmes. En Roumanie, la semaine a été marquée par le lancement de l'exercice Dynamic Front 26, exercice multinational d'artillerie conduit sous l'autorité du commandement américain en Europe, USAREUR, et mené dans le cadre de l'OTAN.
Rassemblant une quinzaine de nations alliées sur plusieurs sites en Roumanie, en Allemagne et en Pologne, cet entraînement majeur mobilise les moyens humains et les systèmes d'artillerie français déployés au sein du bataillon multinational. Centré sur l'entraînement des chaînes de commandement du niveau brigade au niveau du corps multinational, cette première phase illustre la capacité des forces alliées à mettre en œuvre les plans de défense régionaux de l'OTAN. En parallèle, le bataillon multinational a poursuivi ses entraînements conjoints avec les forces roumaines. Donc, du 26 au 30 janvier, les sapeurs français et belges ont conduit l'exercice Eagle Sapper avec le 136e bataillon de génie roumain afin de maintenir et de renforcer l'interopérabilité des trois nations dans le domaine du génie militaire. Enfin, du 27 au 31 janvier, les unités françaises et belges du domaine nucléaire, radiologique, biologique et chimique, le NRBC, du Forward Land Battle Group, le FLF-BG, ont mené l'exercice Eagle Toxic avec le 49e bataillon NRBC roumain. Cette séquence a permis d'entretenir un haut niveau de préparation dans la gestion des risques NRBC. En Pologne maintenant, le détachement français poursuit la formation des forces armées ukrainiennes, les FAU. Les stagiaires ont enchaîné cette semaine des séquences de combat en tranchées, du combat en milieu ouvert et en milieu clos, ainsi que plusieurs séances de tir d'explosifs dispensées par le détachement génie. Parallèlement à cela, les soldats ukrainiens ont continué à suivre les cours génériques de secourisme au combat, d'apprentissage du tir, ainsi que les modules de chef de groupe de combat d'infanterie. Dans le ciel européen maintenant, des avions français ont participé à un entraînement multinational. Cet exercice visait à renforcer l'interopérabilité et les capacités opérationnelles communes, tout en testant les procédures de coordination aérienne et de soutien logistique sur le flanc oriental de l'Europe. Cette participation démontre l'engagement des armées françaises en faveur de la sécurité collective et leur capacité à intégrer des structures opérationnelles multinationales. On passe à l'Espagne, où sur la base aérienne d'Albacete, le stage Flying Course du Tactical Leadership Program s'est conclu par une phase opérationnelle. Dans un cadre multinational exigeant, les équipages se sont entraînés à la conduite de manœuvres aériennes complexes conformément aux standards de l'OTAN. Les missions conjointes ont mobilisé un large éventail de capacités françaises, donc du Rafale A400M, E3F, MRTT et Caracal, ainsi que celles de forces alliées européennes. Le groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle a également contribué aux exercices, mettant à profit son transit à proximité des zones d'entraînement. Cette intégration renforce le réalisme des scénarios et la capacité des forces alliées à agir conjointement dans un environnement de haute intensité. En Méditerranée, le groupe aéronaval a appareillé de la base navale de Toulon la semaine dernière afin de participer à l'exercice interallié et interarmé Orion 26. Le dispositif déployé comprend le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aérien embarqué, ainsi que les bâtiments d'escorte, qui offrent une capacité d'action complète dans l'ensemble des milieux. Des unités de marine alliées viennent compléter ce dispositif, renforçant la capacité du GAN à conduire des opérations complexes en coalition. Cette semaine, les unités ont mené une série d'entraînements conjoints couvrant l'ensemble des domaines du combat naval, incluant la défense aérienne, la lutte anti-sous-marine, la lutte de surface et les tirs de précision. Ces séquences interalliées ont permis d'éprouver et de renforcer l'interopérabilité des capacités navales, notamment à travers un ravitaillement à la mer réalisé avec la frégate italienne Andrea Doria, ainsi qu'un exercice aéromaritime de contrôle de zone mobilisant des aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace, et de la Marine nationale et également de la Marina Militare italienne. Enfin, un entraînement de type cross-deck avec l'appontage d'un hélicoptère SH-90 italien sur le pont d'envol du porte-avions est venu compléter ce cycle d'entraînement. Ces journées d'exercice intensifs ont permis aux équipages des bâtiments et des aéronefs de consolider leur préparation avant de poursuivre leur navigation vers la façade atlantique française où ils participeront prochainement à l'exercice Orion 26. On dirige maintenant vers le Proche et le Moyen-Orient, un théâtre marqué par des tensions persistantes où les armées françaises maintiennent un dispositif réactif et proportionné. En Méditerranée orientale, tout d'abord, une frégate renforce actuellement la capacité d'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. Durant sa patrouille, elle a conduit un entraînement aérien avec un hélicoptère des gardes-côtes chypriotes avant de reprendre sa mission en direction de Beyrouth pour une séquence de coopération maritime avec les forces armées libanaises, donc les FALA. Au Liban, la France continue d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la stabilité du pays.
Les 30 et 31 janvier, le contingent français armant la Force Commander Reserve, la FCR, de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, ainsi que les forces armées libanaises ont mené conjointement l'opération Otakam 1 dans la région de Meis el-Jebel. Cette opération de dépollution pyrotechnique a permis la découverte de munitions non explosées. La neutralisation de ces munitions en coordination avec les FAL permet la réinstallation de la population dans la région. Dans le ciel irakien, les Rafales engagés dans l'opération Chamal ont réalisé 22 sorties opérationnelles dans le cadre de l'opération Inherent Resolve, OIR, depuis la base aérienne projetée au Levant. Contribuant directement à la lutte contre la résurgence de Daesh, ces sorties ont représenté près de 60 heures de vol, incluant plusieurs ravitaillements en vol, notamment assurés par les avions de la coalition. Du côté des forces françaises aux Émirats arabes unis, donc toujours en Irak, le 29 janvier, la cérémonie de clôture du 6e mandat de la Task Force Lamassu a marqué la fin du cycle de formation d'un demi-bataillon des forces armées irakiennes. Composé de militaires français, l'ATF Lamassu a pour mission de renforcer les capacités opérationnelles du partenaire irakien pour contribuer à la sécurité et la stabilité en Irak. En parallèle, une frégate multimission, donc une FREMM, et un avion de patrouille maritime Atlantique 2 ont conduit des missions de surveillance dans le golfe arabo-persique afin de contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans la région. En Arabie Saoudite, 4 Rafales des forces françaises aux Émirats arabes unis participent à l'exercice multinational aérien Spears of Victory. Au travers de séquences exigeantes, les pilotes s'entraînent à un engagement de haute intensité dans un environnement contesté, notamment dans le domaine de la guerre électronique. La France participe à cet exercice aux côtés d'autres nations dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la Grèce, Bahreïn, le Qatar, le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Spears of Victory vise à renforcer l'interopérabilité et le partage d'expertise entre les armées participantes. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération avec l'Arabie Saoudite, conformément au partenariat stratégique signé en décembre 2024. Dans la Corne de l'Afrique, maintenant, la France poursuit son engagement aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense, de TCMD. Dans ce contexte, un patrouilleur a effectué une escale à Mombasa, au Kenya, au cours de laquelle des manœuvres ont été conduites avec le bâtiment KNS Shuja de la marine kenyane, contribuant au renforcement de l'interopérabilité régionale. Le patrouilleur a ensuite repris sa navigation en direction de Madagascar, poursuivant sa mission de surveillance et de protection de la zone économique exclusive. En Afrique de l'Ouest, à présent, les armées françaises demeurent engagées aux côtés de leurs partenaires afin de soutenir l'effort de stabilisation régionale. Au Gabon, le sous-groupement tactique Tandem 2601 poursuit l'encadrement du stage combat en forêt au profit des élèves officiers de l'École nationale de formation des officiers de Mandilou, l'ENFOMA. Après 2 semaines dédiées à l'aguerrissement en forêt gabonaise, les élèves officiers suivent désormais une instruction sur le tir au combat et un module lié à la protection de la biodiversité. Cette formation s'inscrit dans la lutte contre la criminalité environnementale et vise à renforcer les compétences de commandement et les savoir-faire indispensables à l'exercice des responsabilités de chef de section en forêt équatoriale. En parallèle, 2 détachements d'instruction opérationnelle, dans les DIO, se poursuivent au Gabon. Ils portent sur le combat en zone urbaine et le génie militaire. Ces offres de formation répondent aux besoins exprimés par le partenaire et renforcent leur capacité d'action pour la sécurité régionale. On se dirige à présent dans la zone Indo-Pacifique où, suite aux événements climatiques survenus sur son sol, le gouvernement mozambicain a sollicité l'aide internationale. Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien ont ainsi reconfiguré la mission d'un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer en vue d'acheminer plusieurs tonnes de fret humanitaire. Cette action renforce la relation avec le partenaire mozambicain et illustre la solidarité dont fait preuve la France à l'égard des pays de la zone. On passe à la Polynésie française où le 2 février, un bâtiment de la Marine nationale, appuyé par un Falcon 50, a intercepté en haute mer un navire suspect qui a conduit à la saisie de 4,24 tonnes de cocaïne. Conduite sous l'autorité du haut-commissaire de la République en coordination étroite avec la douane française, la gendarmerie nationale et l'OFAST, cette opération qui a mobilisé donc les forces armées de Polynésie française illustre le rôle déterminant des armées françaises dans la lutte contre le narcotrafic et la sécurisation des espaces maritimes au service de la stabilité régionale.
Dans la zone anti-Guyane, maintenant, les forces armées françaises maintiennent un haut niveau de préparation opérationnelle tout en restant pleinement engagées dans la lutte contre les trafics illicites. En Guyane, les unités poursuivent la lutte contre l'orpaillage illégal depuis les postes avancés dans le cadre de l'opération Harpie. Menées en appui de la gendarmerie, ces actions visent à saisir ou à détruire le matériel utilisé par les orpailleurs et à empêcher toute réimplantation des activités illicites. En mer, maintenant, dans le cadre de la posture permanente de surveillance maritime, un patrouilleur anti-Guyane a intercepté un navire transportant plus de 9 tonnes de prises de pêche illégales et saisi une importante quantité de matériel. Et on termine avec la zone maritime des Antilles où un bâtiment de la Marine nationale a intercepté et contrôlé un navire de pêche battant pavillon de la Barbade le mercredi 28 janvier. La fouille du bâtiment a permis la saisie de près de 676 kg de cocaïne. À la demande des autorités barbadiennes, le bateau a été dérouté vers la Barbade où les gardes-côtes ont pris le relais de l'opération. Cette opération s'est appuyée sur des renseignements fournis par différents services nationaux et internationaux et reflète la bonne coordination des acteurs régionaux impliqués dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Ceci conclut mon intervention. Merci beaucoup, colonel. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Bah, si, pas de questions. Merci beaucoup pour cette présentation et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous.